Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps, dominé par un titre ce mardi, recueillement et émotion à Kiev. L'Ukraine commémore un anniversaire douloureux aujourd'hui, les 4 ans du déclenchement de l'invasion à grande échelle par la Russie, ce que Moscou continuait d'appeler encore aujourd'hui opération spéciale. Cérémonie œcuménique en ce moment à Sainte-Sophie à Kiev en présence du président Zelensky et de nombreux chefs d'État, dont la patronne de la Commission européenne Ursula von der Leyen. 4 ans d'une guerre très meurtrière aux portes de l'Europe qui semble sans fin. Une guerre d'usure dans laquelle les civils sont en première ligne, endeuillés, blessés ou déplacés. C'est auprès de ces Ukrainiens que nous allons passer les 45 prochaines minutes. Des dizaines de millions de civils plongés dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie depuis 1463 jours. C'est un quotidien peuplé de souffrances, mais aussi d'un infini courage. Jusqu'où un peuple peut-il tenir? Qu'est-ce que la guerre a changé? Comment continuer à vivre, à aimer, à travailler sous les bombes? Comment vivre dans la guerre? C'est Parlons-en aujourd'hui avec Olga Kourkova, Elisa Mignot, Mélina Huette et Cyril Amourski. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Olga Kurovska. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Vous êtes ukrainienne, vous avez grandi à Kiev, vous vivez à Paris depuis une dizaine d'années. Vous êtes entre autres activités, je crois, professeur de français. C'est vous qui avez écrit avec votre sœur Sacha, qui vit à Kiev, votre journal de guerre dans le quotidien Le Monde, toutes les semaines au début de la guerre, puis depuis de façon mensuelle. Et vous avez tiré un livre de ce journal de guerre qui s'appelle Le journal d'Olga et Sacha, qui est sorti aux éditions Actes Sud. À vos côtés, Elisa Mignot. Bonjour Elisa. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, autrice de Ténor de guerre, qui est sortie aux éditions Marchiali, dans lequel vous racontez l'histoire de ce chanteur d'opéra ukrainien qui est mort au front dans le Donbass en 2016 et qui est devenu un héros national en Ukraine. C'est vous qui avez mis en forme et en mots ce journal d'Olga et Sacha. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour Cyril Amourski. Vous êtes reporter de guerre, vous êtes né en Russie, vous avez grandi en Ukraine, votre famille vit entre les deux pays, vous rentrez tout juste de Kiev et vous êtes l'auteur de Ukrainia, un peuple en guerre, qui est sorti aux éditions du Cerf. Et à vos côtés, Mélina Huette. Bonjour Mélina. Bonjour Pauline. Pauline. Vous êtes ici chez vous, reporter à la rédaction de France 24. Vous couvrez cette guerre pour notamment France 24 depuis 4 ans. Vous rentrez tout juste, vous aussi, de Kiev et de Dnipro. Nous sommes donc le 24 février 2022, il y a 4 ans aujourd'hui, au petit matin. Vladimir Poutine intervenait à la télévision russe et lançait ce qu'il appelle encore aujourd'hui une opération spéciale. Quel souvenir, Olga, est-ce que vous gardez de cette matinée du 24 février 2022 et quel sentiment vous habite ce matin? De la nuit, ouais, ça a déclenché à 4 heures du matin. Je contacte ma famille qui sont dans le choc. Moi, je suis dans le choc, angoissée. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'ils vont venir en Ukraine? Est-ce qu'ils vont, en France? Est-ce qu'ils vont me rejoindre? Ou est-ce qu'ils vont rester là-bas? Donc, j'ai plein de questions et je suis dans un état de détresse totale. Vous aussi, Cyril, ce matin-là, vous êtes en France. Vous aussi, vous comprenez que quelque chose est en train de basculer. Et vous aussi, vous cherchez désespérément à joindre vos proches qui sont en Ukraine. Tout à fait, c'est exactement la situation. Moi, je ne dormais pas à ce moment-là parce qu'on savait, grâce aux boucles télégrammes russes, qu'apparemment le président russe Vladimir Poutine allait prendre la parole pour pouvoir annoncer quelque chose. Cela faisait déjà quelques jours qu'on avait quand même des signes très clairs que la situation allait se dégrader, notamment des combats dans la région de Louhansk, une école qui a été bombardée. Et j'étais allé 10 jours avant, en fait, dans la ville de Mariupol pour voir un peu quelle est la situation, quel est l'état d'esprit. Et personne n'y croyait à ce moment-là. Pourtant, en revenant à Kiev, en discutant avec des militaires, en discutant avec les personnes sur place, je me suis assez rapidement rendu compte que malheureusement, on est à quelques heures, quelques jours de l'invasion. J'ai quitté Kiev le 21 février et le 24, effectivement, j'étais en France et mon premier réflexe a été d'appeler ma famille qui n'a pas répondu et qui, au bout de quelques appels, finalement m'ont répondu et qui ont fondu en larmes, en fait, parce qu'ils ne savaient pas que la guerre avait commencé. C'est vous qui leur avez appris? Exactement, c'était grâce à mon appel. Et donc, évidemment, un état de choc et surtout, je pense que c'est un sentiment que Olga partageait aussi à ce moment-là, l'incompréhension totale de là vers où on s'avance. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la ville sera prise ou pas? Est-ce que les Russes vont réussir à avancer encore plus? Est-ce que les Russes vont pouvoir prendre Kiev au bout, effectivement, de 2-3 jours, comme les Russes le voulaient? On a la réponse aujourd'hui, en tout cas, que ce n'était pas le cas, heureusement. Ce n'est pas tombé. La guerre avait déjà commencé en Ukraine
depuis 2014, Absolument. bien sûr, et puis il y avait eu l'invasion de la Crimée. Elisa, ce matin-là, vous prenez votre téléphone pour prendre des nouvelles d'Olga, que vous aviez rencontrée déjà dans un reportage précédent en Ukraine. Et cette journée-là, vous allez rencontrer Sacha, la sœur d'Olga, par écran interposé. Tout à fait. En fait, moi, avec Olga, on s'est rencontrés sur la place du Maïdan, pendant la révolution du Maïdan, au tout début de l'année 2014. Olga était alors ma traductrice pour les reportages que j'allais faire là-bas. Et en fait, quand ce matin-là, ce jeudi 24 février 2022, j'apprends moi aussi avec sidération que les chars russes sont aux portes de Kiev, je pense tout de suite à Olga. Parce que pour moi, enfin, voilà, on avait noué une relation assez forte. On était retournés faire des reportages ensemble en Ukraine. Et donc, j'ai tout de suite envie d'avoir et de ses nouvelles et des nouvelles de sa famille que je ne connaissais pas. Et en fait, c'est à ce moment-là que, enfin, dans les jours qui arrivent, c'est-à-dire le lendemain, le vendredi, qu'elle va me présenter d'une certaine façon sa sœur Sacha par écran interposé, puisqu'elles sont en train de converser toutes les deux. Et à un moment, elle va me donner son téléphone et je vais découvrir Sacha, qui, elle, est alors dans un parking dans lequel elle s'est réfugiée, qui est à Kiev, et qui va me montrer un peu à bout de bras où elle est, avec des voitures qui sont garées, où elle s'est réfugiée avec son compagnon de l'époque, et puis son chien, et puis aussi leur maman. Et voilà comment je découvre Sacha ce jour-là. Mélina, et je garde aussi à titre personnel un souvenir de ce jour-là et des semaines qui ont précédé ce jour-là. Et Cyril évoquait à l'instant une espèce de stupéfaction. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de signaux qu'on n'a peut-être pas voulu voir, et on a consacré une émission hier à cette espèce de faute originelle qu'on a eue un peu collectivement avant le 24 février de ne pas avoir voulu voir, de s'être dit tous « il ne peut pas y aller ». Et les rédactions ont été saisies ce jour-là. Oui, c'est d'ailleurs sur ça que je voulais rebondir, sur cet effet de sidération, alors qu'il y avait ce qu'on appelle de manière erronée des signaux faibles, qui n'étaient pas des signaux faibles en réalité, puisque ça faisait plusieurs semaines que des troupes étaient positionnées aux frontières, des chars étaient positionnés aux frontières, que lorsque, rétrospectivement, évidemment c'est facile de faire le compte des années plus tard ou des mois plus tard même, lorsqu'on écoutait Vladimir Poutine, finalement, il annonçait déjà ce qui allait se passer. Et il y a eu aussi des signaux des services de renseignement qu'on n'a pas voulu écouter. Mais au-delà des journalistes, au-delà de la sidération globale du monde occidental, de l'Europe en particulier, de l'Europe de l'Ouest en particulier, et donc nous sommes en France, donc ça nous concerne, même les Ukrainiens, finalement, je reparlais il y a encore quelques jours à des Ukrainiens à Kiev, je leur disais, mais est-ce que tu te souviens, finalement, si tu... Ils ne voulaient pas y croire. Ouais. Ils ne voulaient pas y croire parce qu'ils disaient, mais il ne fera pas ça. Il ne fera pas ça, malgré tout, il ne fera pas ça. Et même des personnes qui habitaient sur la ligne de front depuis 2014, parce que c'est une invasion à grande échelle, mais l'invasion a commencé en 2014. Vous parliez de la Crimée, il y a eu évidemment Donetsk et Louhansk, donc ce qu'on appelle le Donbass. Ils me disaient, mais en fait, on ne voulait pas y croire parce qu'on savait que notre vie allait basculer, mais l'ampleur de ce basculement était inenvisageable à ce moment-là. Qui aurait pu croire ce 24 février que la guerre allait durer 4 ans, 1463 jours dans la guerre, je le disais. Et 4 ans plus tard, nous voilà à ce triste anniversaire. Vous écrivez, Elisa, dans Le Monde, qu'en ukrainien, il existe un mot pour dire mauvais anniversaire. C'est quoi ce mot ? On va peut-être laisser les gens qui parlent ukrainien le dire pour éviter de l'écorcher. Rokovini, c'est ça ? Rokoviny. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot ? Ça veut dire qu'il y a un anniversaire, mais qui n'est pas du tout solennel. Enfin, c'est plutôt... J'avais demandé à Olga et Sacha au moment de la rédaction de cet article si en ukrainien il y avait un mot que nous on n'a pas en français pour dire anniversaire, mais sans que ce soit une célébration, sans que ce soit positif et sans que ce soit une commémoration, parce que dans le mot commémoration il y a quelque chose du passé. Donc je voulais quelque chose qui, je leur ai dit, est-ce qu'en ukrainien, cette belle langue que vous connaissez si bien, il existe un mot pour dire au présent un anniversaire qu'il ne faut pas célébrer. Et donc, 4 ans plus tard, les témoignages qui nous parviennent et que vous avez en première main de votre sœur et de vos proches qui sont toujours en Ukraine, Olga, font état d'un moral qui n'a jamais été aussi bas. Est-ce que c'est le cas ? Oui, en effet, avec cet hiver qui était vraiment très compliqué, le moral est très bas. Donc, après, alors, je dis qu'on n'a plus d'espoir, mais en fait, on vit le jour au jour. On essaie de faire des petites choses, vous savez, comme la petite routine qui entretient notre cerveau et notre psyché dans un état
à peu près correcte pour pouvoir survivre la journée. Voilà, c'est ce que mes proches font aussi. Ça fait 4 ans qu'on loue la résilience et le courage des Ukrainiens. Je crois qu'ils n'en peuvent plus, vous n'en pouvez plus. On loue votre résilience. En effet, alors les derniers mois, j'ai tendance à dire, en fait, oui, les Ukrainiens y tiennent, mais les héros, ils ne sont pas éternels, en fait. Et la force et la résilience, au bout d'un moment, quand on vit des choses très compliquées constamment pendant 4 ans, alors voilà, ça a tendance de diminuer et de terminer après. Il se trouve que c'est dur pour beaucoup d'Ukrainiens de parler précisément aujourd'hui, et on pense à votre sœur Sacha. Ce mot résilience, il est devenu insupportable. Exactement, c'est le terme que j'allais utiliser, plus ou moins insupportable, non pas parce que le mot en soi n'est pas poétique, beau ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que la résilience sous-entend qu'en gros, les Ukrainiens tiennent malgré le peu de moyens qui leur ont été alloués. Et ça, finalement, c'est une logique qui est catastrophique, parce que justement, on ne devrait pas être dans une logique où les Européens, les Occidentaux soutiennent l'Ukraine juste pour qu'elle puisse respirer. C'est pas ça que les Ukrainiens veulent. Ce qu'ils veulent, les Ukrainiens, c'est pouvoir s'en sortir. C'est ne plus se poser la question de est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir prendre ma douche ce matin ou pas? Est-ce que je vais devoir dormir avec de quoi ou pas? Est-ce que je vais pouvoir me chauffer tranquillement? Est-ce que je ne vais pas glisser dans la rue aujourd'hui parce que la rue est gelée et qu'il fait froid et qu'il n'y a pas d'éclairage public? C'est un tas de questions de la vie quotidienne, mais surtout d'un point de vue militaire. C'est-à-dire, quelle est la situation sur place? Comment est-ce que cela va se terminer en 2022? Parce qu'on parlait du moral, on se disait que il y a eu la libération de la région de Kiev d'abord, ensuite Chernihiv, Kharkiv, Kherson, et on s'est dit, tiens, il y a quand même une lueur à la fin du tunnel, il y a la possibilité de s'en sortir. On a vu que malheureusement en 2023, il y a eu l'échec de la contre-offensive, aussi parce qu'il y a eu un manque de soutien du côté de l'Occident. Et aujourd'hui, on est dans une situation où ça fait quand même 4 ans que la guerre à grande échelle est dure. Certains sont sur le terrain en réalité au cours des 12 dernières années. Rendez-vous compte de cela. Et évidemment, quand on se met dans leurs bottes, on se dit, mais ils sont particulièrement fatigués. Si je peux apporter une toute petite nuance, c'est qu'il y a quand même eu un changement, un remaniement au cours des premières semaines de 2026, avec notamment un nouveau chef de l'administration présidentielle, un nouveau ministre de la Défense, des personnages qui ont une très bonne réputation en Ukraine et qui ne sont pas liés aux affaires de corruption, alors qu'avant, on se souvient évidemment du grand scandale de corruption qui avait complètement miné le moral. Et là, aujourd'hui, on est quand même dans un état d'esprit où on se dit, tiens, il y a peut-être une opportunité en tout cas de tenir encore plus longtemps que ce qu'on pensait, et finalement la situation est mauvaise, mais malheureusement on s'est aussi habitué à ces situations-là et on n'a pas d'autre choix que de tenir. Cette guerre elle use aussi Zelensky, bien sûr, on revoit depuis quelques jours rien que son évolution physique au cours de cette guerre qui a changé, faut-il le rappeler, lui qui était d'abord un humoriste. On va aller en Ukraine tout de suite, vous retrouvez Gulliver Krag, on parlait de cet hiver très rude, il neige à Kharkiv où vous êtes le correspondant de France 24 en Ukraine. Vous avez couvert cette guerre pour la rédaction de France 24. Vous habitiez déjà en Ukraine avant les débuts de l'invasion à grande échelle. Vous connaissez extrêmement bien ce pays. Comment est-ce que la guerre, selon vous, a changé ce pays et a changé les Ukrainiens ? Alors évidemment, cette guerre est probablement l'événement définitif dans la vie de tous les Ukrainiens et cela a changé le pays à un nombre énorme de manières différentes, les vies personnelles des uns et des autres. Mais j'aimerais dire que dans une manière, je pense que l'Ukraine était avant un pays qui souffrait d'un certain complexe d'infériorité, d'incertitude, et cela est complètement transformé. En Ukraine, avant, les personnes qui parlaient anglais, qui ne parlaient pas l'ukrainien, étaient traitées souvent avec un respect, et il y avait très peu d'étrangers qui parlaient la langue ukrainienne, et si on commençait à parler à quelqu'un en ukrainien, ils étaient très impressionnés. C'est plus le cas maintenant. Il y a des journalistes et travailleurs humanitaires étrangers, tout ça, beaucoup d'étrangers qui sont venus, qui ont commencé à parler ukrainien. L'ukrainien aussi, c'est devenu absolument la langue majoritaire dans tout le discours public dans le pays et aussi dans les cafés, dans les restaurants, dans les magasins, même ici à Kharkiv, qui avant 2022 était une ville vraiment russophone. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, cela a changé la langue que les Ukrainiens parlent. Cela a changé l'attitude qu'ils ont envers leur propre pays. Et aussi, le niveau de respect qu'ils avaient, qui était un peu automatique à cause de cette complexe d'infériorité dont je parlais envers l'Ouest, n'est plus. Parce qu'ils ont été déçus par la réaction de l'Ouest. Même s'il y a eu une vague de soutien et de solidarité envers l'Ukraine, les Ukrainiens ont toujours l'impression que ce que les Européens de l'Ouest et les Américains aussi n'ont pas compris, c'est que la Russie représente une menace pour eux aussi. Souvent, ils disent sur le plan militaire.
c'est pas forcément sur le plan militaire, mais c'est sur le plan d'ingérence dans la vie démocratique des pays d'Europe et des États-Unis qu'on a vu déjà à plusieurs reprises. Et je pense qu'il y a un sentiment assez partagé très largement en Ukraine, que les Ukrainiens ont compris quelque chose que leurs alliés en Europe n'ont toujours pas compris, que ce soit sur la menace représentée par la Russie ou aussi sur l'évolution de la guerre, parce que maintenant il n'y a que 2 pays maintenant dans le monde qui savent ce que c'est qu'une guerre vraiment moderne avec les technologies qui sont à notre disposition, c'est l'Ukraine et la Russie. Alors justement, cette guerre sur le front militaire, Gulliver, vous revenez de Kramatorsk. Quelle est la situation là-bas ? Alors Kramatorsk, c'est la plus grande ville toujours contrôlée par l'Ukraine dans le Donbass. Vladimir Poutine demande incessamment que l'Ukraine cède cette partie du Donbass. Volodymyr Zelensky a redoublé son refus dans ses récentes déclarations. Kramatorsk est toujours une ville qui fonctionne. Il y a beaucoup de civils sur place, mais de moins en moins. On a parlé à des civils qui sont partis. Ils disent que ça devient trop dangereux. On entend de plus en plus de frappes dans la ville, et c'est pareil dans la ville voisine de Sloviansk. Donc il y a de plus en plus de militaires dans la ville. Je pense que c'est important de souligner qu'en Ukraine, la vie des militaires et la vie des civils est mélangé. L'écrasante majorité des militaires étaient des civils avant 2022, ça c'est la première chose. Un commandant dans l'armée à qui on a parlé hier nous a dit qu'il était agent immobilier avant 2022. Il y a des exemples innombrables de personnes qui ont changé de carrière, et puis aussi de nombreux civils aident les militaires d'une manière ou d'une autre en leur apportant des équipements, en faisant des collectes de fonds. Et puis dans le cas de Kramatorsk, l'économie en fait tourne autour de la présence des militaires. Les cafés, les restaurants, les magasins qui fonctionnent continuent de pouvoir être rentables à cause de la présence des militaires. Donc il y a cette vie d'interaction entre les civils et les militaires, avec bien sûr des attitudes différentes entre les personnes à Kramatorsk qui étaient peut-être un peu pro-russes avant et qui s'entendent pas forcément très bien avec les militaires, et d'autres qui sont devenus extrêmement patriotiques, qui, comme je disais avant, ont arrêté de parler russe et commencé à parler ukrainien. Gulliver Crac depuis Kharkiv, merci beaucoup Gulliver, et allez vous mettre au chaud. Elisa Mignot, je voudrais rebondir sur l'une des choses qu'a dites à l'instant Gulliver. Les Ukrainiens ont compris quelque chose que leurs alliés européens ne semblent pas avoir compris. Ben oui, je peux pas dire que je suis pas d'accord, et en effet, il y a aussi ce que disait votre correspondant, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait peut-être une forme d'idéalisation de l'Europe, de l'Union européenne, qui est pour beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes, je pense, tombée au vu du fait que oui, il y a une aide, mais qu'elle n'est pas entièrement suffisante. En tout cas, c'est peut-être moins un idéal que ça ne l'était avant 2022. Et d'un autre côté, une conscience assez aiguë de leurs valeurs, de leur culture, de leur langue, de leur ukrainité. C'est un mot qu'on entend assez fréquemment depuis quelques années. Mais à quel prix, en fait ? Quel est le prix de tout ça, de cette clairvoyance ? Donc c'est compliqué de se réjouir de cette clairvoyance et de cette lucidité qui est en effet celle de beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes aujourd'hui. Vladimir Poutine, Mélina, vous voulez sans doute casser l'Ukraine. Bien sûr, on n'en tire pas de satisfaction. À quel prix, rappelle à l'instant Elisa Mignot, mais il n'a fait que renforcer cette nation. Oui, mais il y a quand même un acharnement qui fait que... Moi, j'aimerais revenir sur la perception qu'on a de ce conflit en France en particulier, mais en Europe de l'Ouest en règle générale, parce que c'est bien normal, une actualité en chassant une autre. La façon qu'on a aussi de couvrir cette guerre tend à diminuer, et ça a toujours été comme ça, c'est pas propre à l'Ukraine. Il y a une perception, que ce soit mes proches, des personnes que je connais moins bien, des Ukrainiens qui vivent en France parce qu'ils sont réfugiés, me disent, mais en fait, il n'y a plus de guerre. La perception, parfois, c'est qu'il n'y a plus de guerre en Ukraine. Donc, quand des gens en France voient des Ukrainiens qui sont réfugiés en France, qui repartent à Kiev ou ailleurs en Ukraine, qui reviennent, ils disent « Ah, mais du coup, tu vas te réinstaller là-bas ». Or, il faut quand même bien se rendre compte de ce que c'est que de vivre en Ukraine aujourd'hui. Rien que pendant une semaine, moi j'étais 2 semaines là-bas, je suis sortie du train à 5h du matin.
c'était la nuit du 2 au 3 février. C'était une des plus grandes attaques sur l'Ukraine et à Kiev en particulier. En une semaine, juste pour rappeler un peu l'ampleur en fait, des dégâts et de cette pression que Vladimir Poutine met, comme vous dites, il y a eu 2000 drones russes qui se sont abattus sur le pays, 1200 bombes, 116 missiles. Je ne sais pas si on peut voir voilà, cette carte. Là, c'est compliqué, il y a plein de légendes, etc. Mais ce qu'on voit, c'est des attaques coordonnées massives qui visent à mettre à terre les habitants. Et donc là, on voyait bien sur cette carte, que ce soit des drones, que ce soit des missiles de balistiques, de croisière, etc. Peu importe, la quasi-totalité du pays est saturée, si ce n'est l'Ouest. Et qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement ? Ça veut dire que des gens continuent à passer du temps dans des abris, qu'il faisait moins 27, moi, quand je suis arrivée. Il y avait des personnes qui vivaient dans des appartements où il faisait entre 2 et 8 degrés, où ils n'avaient pas d'eau chaude, pas d'électricité, pas de chauffage. Et donc, des tas de gens qui sont dans ce qu'on appelle des points d'invincibilité, par des températures mais absolument abominables, juste pour boire un café, pour pouvoir se nourrir correctement et avoir un peu de chaleur. Et ça, c'est la réalité de la guerre encore aujourd'hui. Olga et Cyril, vous vivez cette guerre d'ici quand vos proches sont là-bas. Cyril, vous vous rendez souvent là-bas pour votre travail. Olga, vous y êtes allée, je crois, voir votre sœur l'été dernier, au mois d'août dernier. Je crois que vous suivez sur votre téléphone les alertes d'ici. Oui, c'est vrai que je les ai toujours. Et souvent, mes étudiants qui sont en Ukraine, par exemple, ils me posent la question « Mais pourquoi tu les gardes ?» Mais c'est complètement bête, en fait, parce que tu te sollicites, enfin, ton cerveau à répondre à des attaques qui ne sont pas les tiens. Enfin, t'es pas là-bas. Mais honnêtement, ça me rassure et ça me calme de savoir où le drone, il vole. Comme ça, je sais qu'il n'est pas à côté de Sacha, ce qui est complètement anormal. Enfin, voilà, on ne fait pas ça en temps normal. Voilà, mais... J'ai tendance à me calmer plutôt à voir voilà, toutes ces infos. Et vous racontez dans votre journal que vous avez mis en forme, Elisa, précisément ce conflit intérieur, vous vivant ici, votre sœur là-bas, une espèce de vie de confort que vous avez ici quand votre famille est en souffrance là-bas. Si tu veux. Non, mais je pense que c'est une des choses aussi qui nous a poussé à entamer ce travail. C'est-à-dire que moi, très vite, quand je suis allée voir Olga au tout début de la guerre, les jours dont on parlait au début de l'émission, c'est-à-dire il y a 4 ans, en fait, j'ai tout de suite vu que pour Olga, même si elle n'était pas physiquement en danger, puisqu'elle était ici à Paris, ça allait être quand même très difficile à vivre, parce que de savoir... Alors, il ne s'agit pas de comparer, mais de savoir que toute sa famille, que ses proches sont là-bas. C'est vrai que je pense que sa santé mentale était aussi en danger. Et tout l'enjeu allait être de savoir comment communiquer, en fait. Même pour des familles, il y a énormément de familles aujourd'hui qui sont séparées. Bon, il y avait déjà une diaspora ukrainienne, mais il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Ukraine. Et savoir comment communiquer, que raconter, comment transmettre sa peur, comment ne pas la transmettre. Et typiquement, le fait que Olga ait encore les alertes des sirènes quand il y a des drones et des attaques, et qu'elle dise que ça la rassure, ça dit aussi quelque chose de la tension et de l'immense souffrance que ça peut être pour les Ukrainiens en Ukraine et ailleurs aussi. Cyril, je crois qu'à Kiev, vous avez en Ukraine votre famille et votre petit frère qui a 12 ans, une douzaine d'années, vous dites qu'il n'a connu que la guerre. C'est exactement ça, il va bientôt avoir 12 ans et il n'a connu que la guerre. Il est né dans un pays qui était déjà en guerre en avril 2014 et aujourd'hui il se retrouve dans un pays qui est en guerre non pas seulement à l'est du pays mais aussi absolument partout, y compris dans la capitale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple en 2022, moi je me souviens de cette période et je la raconte aussi dans mon livre, il faut vraiment essayer d'imaginer la situation dans laquelle on est. On ne sait absolument pas comment les choses vont se dérouler. On a un stress permanent, on a des images de Kharkiv, on a des images de Kherson, on a des images de Mariupol, on a l'impression que les Russes ils continuent à avancer, on ne sait pas s'ils vont prendre la capitale ou pas, on ne sait pas si un missile va s'abattre sur notre logement ou pas. Et quand j'écrivais ce livre, je regardais ma galerie photo, notamment des captures d'écran et des photos que j'ai prises à ce moment-là, et j'ai fondu en larmes à de nombreuses reprises, parce qu'en fait je me suis plongé dans tous les sentiments et cette incompréhension qu'on a ressentie à ce moment-là en se disant
Mais c'est dingue en fait, tout ce qu'on a vécu, on était scotchés aux informations, il y a encore des personnes comme Olga qui continuent, même en étant à distance, à regarder ce qui se passe sur place en termes surtout d'alerte aérienne. Et même moi, enfin, je suis surtout en Ukraine pour le coup, et ça m'arrive d'être de temps en temps en France, mais quand je suis en France, je vis uniquement par l'actualité ukrainienne. Et si je peux me permettre de dire une chose, c'est qu'on parlait aussi du soutien à l'Ukraine. La France, cette année, veut donner, et on parlait de la perception de la guerre en France, 120 millions d'euros d'aide à l'Ukraine d'un point de vue militaire. C'est des cacahuètes. C'est une somme qui est absolument minuscule, qui est même ridicule, qui n'est absolument pas suffisante pour pouvoir protéger qui que ce soit, pour pouvoir aider les Ukrainiens à un moindre niveau. C'est vraiment rien du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment rappeler que nous, Occidentaux, nous avons une responsabilité, déjà par rapport aux accords de Budapest qui donc garantissent la souveraineté de l'Ukraine, que la France a signé. Mais en plus de cela, nous avons la possibilité de protéger les civils et de protéger nos espaces aériens avec des projets comme Sky Shield pour pouvoir abattre des drones, pour pouvoir abattre des missiles, pour que justement il y ait de moins en moins de victimes civiles et pour qu'il y ait de moins en moins de problèmes au niveau des infrastructures énergétiques, mais aussi nucléaires, parce que la menace est réelle. L'un des épisodes les plus fameusement tragiques de ces 4 dernières années, c'est l'humiliation, Mélina, en mondovision du président Zelensky à la Maison-Blanche, devant le président Trump et son vice-président J.D. Vance. Les deux hommes reprochant au premier une forme d'ingratitude des Ukrainiens vis-à-vis de l'aide américaine et occidentale en général. Pour rebondir sur ce que disait Gulliver tout à l'heure, le sentiment que les Ukrainiens ont vis-à-vis des Européens, et ce que disait Cyril, est-ce que ça aussi, vous l'avez entendu sur le terrain Oui, alors ils sont en tout cas toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté, c'est une photographie, bien sûr, ça peut pas avoir valeur d'universalité, mais à chaque fois que je pose cette question, et je la pose régulièrement sur le soutien, qu'il soit militaire, humanitaire, de l'Occident en règle générale et de l'Europe en particulier, il y a une forme d'ambivalence. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a une volonté de remercier les institutions, quelles qu'elles soient, et notamment l'Europe. Le dernier prêt qui a été voté, c'est 90 milliards. C'est le plus gros prêt jamais voté. Et c'est un prêt, mais on sait qu'a priori, c'est de l'argent qui va être donné parce que la condition de remboursement du prêt, c'est si et seulement si Vladimir Poutine paye des dommages et intérêts à la fin de la guerre. Or, on sait très bien que ça n'arrivera jamais. Donc, finalement... Bloqué par la Hongrie, en plus. Exactement. Donc, c'est investir dans le futur de la sécurité aussi de l'Europe. Et donc, ils disent, mais on est évidemment très heureux, surtout que l'Europe pallie le manque et le robinet qui se ferme du côté des États-Unis. Et en même temps, que de temps perdu. Absolument. Que de temps perdu. On va écouter Volodymyr Zelensky qui s'exprime précisément en visioconférence auprès du Parlement européen. On écoute quelques minutes de son intervention. Soutien permanent et merci pour votre vision très ferme à l'égard de la Russie à la suite de son attaque contre l'Ukraine. Nous savons que beaucoup d'Européens se préoccupent de ce qui se passera en Ukraine, s'inquiètent quant à savoir si nous arriverons à une paix durable et fiable. Et nous n'avons jamais choisi cette guerre. Ce n'est pas nous qui l'avons entamée ni provoquée. Et nous faisons le maximum pour l'arrêter. Et ce n'est pas la première fois dans notre histoire que Moscou pénètre en Europe avec des projets très cruels, anti-européens. Il existe de nombreuses dictatures dans le monde. Certains imposent leur action dans leurs propres frontières, empêchant toute reconnaissance de la liberté, alors que d'autres ne reconnaissent aucune frontière et essayent activement de détruire la liberté de leurs voisins, de régions entières, ou parfois ébranlent le monde entier. Nous avons été confrontés avec la Russie à ce deuxième type de menace. C'est une mentalité, une dictature qui ne peut admettre qu'en Europe, toutes les vies importent, que les droits humains sont importants et que les nations peuvent être protégées, quelle que soit leur taille. Poutine ne peut pas accepter une chose très simple, c'est-à-dire que l'on vive autrement ailleurs, que l'on bénéficie d'une vie en toute liberté. C'est la raison pour laquelle il a en permanence essayé de briser ces personnes, pas depuis 4 ans, mais tout au long de sa présidence. Il représente
la guerre. Et tous ceux qui soutiennent Poutine n'arrivent pas à comprendre, à reconnaître qu'ils soutiennent la guerre. C'était vrai en 99, c'est toujours vrai. Il ne prétend pas avoir changé. La Russie de Poutine a commencé avec la guerre en Tchétchénie, en Géorgie ensuite, et à l'exception de la Chine et de la Corée du Nord, ils n'attaquent personne d'autre parce qu'ils dépendent de ces deux pays. Les forces russes ont détruit des vies en Syrie, dans des pays africains, et dans une certaine mesure, c'est ce qui a soutenu la vague de migrants en Europe. Il a soutenu le régime iranien en ignorant les nombreux morts. Et on ne peut ignorer ces actions. Le Parlement européen ne s'est jamais voilé la face et n'a jamais cédé sur ses principes face à la Russie. De nombreux dirigeants des parlements nationaux, des politiciens, des millions d'Européens ont respecté ces principes et je vous en remercie tous. Mais malheureusement, ce n'est pas la première fois que l'Ukraine doit se défendre face à une invasion russe. Mais c'est la toute première fois qu'une aussi importante coalition soutient l'Ukraine. Et c'est la réalisation commune de tous ceux qui, le 24 février 2022, n'ont pas eu peur et n'ont toujours pas peur aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous devons être aussi déterminés, aussi solides qu'au premier jour de l'invasion. La menace n'a pas diminué. C'est vrai que nous combattons, nous repoussons la Russie, mais nous n'avons pas encore réussi à garantir la sécurité. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons... Voilà, nous devons rester aussi déterminés qu'au premier jour de l'invasion, dit Volodymyr Zelensky, qui s'exprime depuis Kiev devant le Parlement européen, qui doit voter tout à l'heure à 11h30 sur l'aide que vous évoquiez tout à l'heure avec les bâtons dans les roues mis par les Hongrois. On y reviendra. Sur ce sentiment, la perception des Européens de la part des Ukrainiens. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il y avait cette difficulté à percevoir aussi pour les Européens à quel point cette guerre est encore en cours et à quel point cette guerre pas seulement s'enlise, en fait, affecte le quotidien des civils. J'ai une petite anecdote. Je revenais d'Ukraine, je sors de l'aéroport et je vois un comité d'accueil que je pensais être pour moi, mais c'était pas prévu. Et en fait, c'était des amis qui accueillaient une partie de leur famille qui vivait en Estonie depuis plus de 10 ans. Et je leur dis, vous êtes en vacances en France? Ils disent, non, on déménage. Pourquoi? Parce que ces pays qui sont dans l'Europe, qui sont dans l'Union européenne, en l'occurrence, savent exactement ce que représente cette menace. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, il y a encore 10 ans, il y avait des ingérences, il y avait des volontés de troubles, il y avait ce qu'on appelle de l'astroturfing en manipulation, etc. Mais c'était moins palpable que maintenant. Toutes les semaines, nous, on est en train là de préparer nos caves. On est en train de préparer, en fait, une invasion terrestre, aérienne. Et les Français et d'autres pays ne se rendent absolument pas compte de ce que c'est que de vivre avec cette menace. Et pour revenir sur la réalité aussi de la guerre au quotidien, tout à l'heure, Gulliver était à l'antenne. Il a réalisé un reportage qui passe aujourd'hui en focus sur les déplacés. C'est 4 millions de déplacés en interne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens? C'est des gens qui, plusieurs fois, ont été évacués de leur maison, parfois en 2014 à Donetsk. Ensuite, ils ont dû bouger à Kiev. Maintenant, ils ont dû bouger dans d'autres villes. Et parfois, ils ont dû partir à l'étranger. Et là, on est à plus de 9 millions de personnes. C'est ça, très concrètement, ce que ça veut dire d'être dans un pays en guerre. Olga, j'écoutais pour préparer cette émission une interview que vous avez donnée à l'occasion du premier anniversaire de la guerre, dans lequel vous racontez quel est votre sentiment aujourd'hui vis-à-vis du peuple russe. Gulliver rappelait tout à l'heure qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ne parlent plus qu'ukrainien. Vous deux, vous êtes russophones. Vous avez longtemps parlé russe initialement, de par votre naissance. Aujourd'hui, vous ne parlez plus qu'ukrainien. Qu'est-ce que vous pensez des Russes aujourd'hui ? C'est une question tellement complexe. Comment est-ce que vous qualifieriez votre sentiment ? Je pense que alors c'est vrai que quand la grande invasion a commencé, j'étais
très en colère et pendant très très longtemps, je n'acceptais plus de parler russe. Enfin, je ne parle plus du tout russe, je veux dire en famille, je parle ukrainien, mais je n'acceptais pas de communiquer avec les Russes puisque j'avais un sentiment d'incompréhension, de la lâcheté, surtout d'agression, même quelque part interne, cachée de leur part. Alors, je pense que là, à la 4e année de guerre, je n'ai plus cette colère envahissante. Je dirais que je me méfie. Et honnêtement, je me pose énormément de questions. Mais comment cette énorme population de 120 millions en Russie peut, à la grande majorité, suivre en fait les idées de Poutine et de Écho. Je me pose des questions, mais à quel point ils sont envahis par la propagande. Et ça me... Voilà, Cyril, vous qui avez de la famille en Russie, est-ce que vous avez la réponse à cette question? Je pense que personne n'a la réponse exacte à cette question, mais ce que je peux dire, c'est que dans un pays où de même 140 millions d'habitants, on a effectivement cette question de comment est-ce que c'est possible de ne pas réagir. Les Russes n'ont pas arrêté d'avoir ce discours de soi-disant peuple frère vis-à-vis des Ukrainiens, mais attendez, si vos frères se font massacrer, pourquoi vous ne réagissez pas alors? Et d'ailleurs, je pense qu'on s'en souvient, le président Zelensky lui-même, d'autres responsables politiques du milieu associatif ukrainien se sont adressés aux Russes dans les premiers jours en disant vous pouvez mettre un terme à cette guerre, vous pouvez sortir dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plus de Russes qui sont sortis en 2018 lors de la réforme contre la réforme de la retraite, que lorsque Navalny a été assassiné, que lorsque Boris Nemtsov a été assassiné, que lorsque l'invasion de l'Ukraine à grande échelle a commencé. Et moi, j'en veux terriblement aux Russes. Il y a eu de ci, de là, et bien sûr, on s'en souvient, mais c'est vrai qu'ils étaient... Non, mais minoritaires, absolument minoritaires dans un pays de 140 millions d'habitants. Et là où j'en veux énormément aux Russes... Par ailleurs, dirigé par un régime autoritaire. Mais qui a permis à ce régime de devenir autoritaire? La Russie n'est pas devenue une dictature du jour au lendemain. La Russie était un pays très libre en termes de liberté d'expression. J'invite certains d'entre vous à regarder, par exemple, des replays de débats à la télévision russe dans les années 90 avec un débat qui était absolument... une qualité qui était absolument exceptionnelle. Et aujourd'hui, on a perdu tout cela. On avait avant, par exemple, des personnes à la télé qui disaient il faut se mettre à genoux pour demander pardon aux Tchétchènes. C'était le cas de Novodvorsk, par exemple, et d'autres personnages. Et donc, la Russie a basculé dans l'autoritarisme de façon assez progressive, et c'est les Russes qui ont permis cela. Ils ont connu la liberté, certes, avec énormément de criminalité dans les années 90, mais ils n'ont rien fait pour protéger cette liberté. Et ce que je dis souvent par rapport aux Russes, c'est que s'ils veulent vivre dans un régime autoritaire, c'est à eux de voir, c'est à eux de le décider. Mais sauf que le problème, c'est quand ils commencent à déplacer les frontières et quand justement ils commencent à envahir leurs voisins. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine. Et pour moi, il n'y a absolument aucune excuse à cette passivité aujourd'hui en Russie. Et je ne pardonne absolument pas à la passivité de mes proches, de mes amis, pourtant qui me connaissent, qui connaissent ma famille. Vous continuez à leur parler? Non. Il y a quelque chose, Elisa, qui est assez fort dans ce journal qui est aujourd'hui mensuel entre Olga et Sacha, c'est qu'il n'est assez peu question de géopolitique, des tractations qui ont lieu, qui ont commencé l'année dernière entre Russes et Ukrainiens sous médiation américaine. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit qu'on n'est pas dupe en Ukraine de ce qui se joue, ou que la réalité de la guerre est tellement forte qu'en fait l'essentiel, c'est d'abord de survivre? Je pense que ça veut dire les deux, et c'est vrai que ça me rappelle une chose qu'écrit Sacha à un moment, c'est-à-dire qu'elle en parle même pas avec son compagnon, c'est-à-dire que je pense que c'est tellement... De la guerre ou des négociations? Des négociations, ouais. Ultimatum, accords, enfin tous les noms qu'ils peuvent prendre, mais je pense que c'est à la fois une façon d'être complètement blasé, lassé, mais aussi une façon d'avoir peur d'espérer. Et on a tellement peur d'espérer qu'on préfère ne pas en parler. Et c'est vrai que dans ces lettres sur lesquelles on travaille chaque mois, qui sont publiées dans M, le magazine du Monde, on ne parle pas forcément de géopolitique parce qu'en fait, ce n'est pas forcément la préoccupation directe d'Olga et Sacha, mais aussi, tout à l'heure, vous parliez il y a l'épuisement physique, psychique de tous les Ukrainiens, Il y a un truc qu'on entend en ce moment pas mal, c'est la fatigue aussi des gens qui en ont marre qu'on entende parler de cette guerre. Ici, les gens oui, d'ici. voilà, Ouais. ici en France et dans d'autres pays. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu... moi, ça me choque un peu parce qu'évidemment, c'est clairement pas pour nous que c'est le plus fatigant. Mais...
En revanche, il faut quand même entendre qu'en effet, au bout de 4 ans, les gens ont l'impression peut-être d'entendre la même chose quand vous disiez des Françaises demandent si la guerre existe encore et si quelle est son intensité, alors que son intensité est quand même très forte. Et je pense que, je reviens à votre question, c'est-à-dire que je pense qu'à notre place de journaliste, il faut essayer de trouver plein de manières de la raconter, en fait, cette guerre. Et que tous ces moyens se complètent, le reportage de guerre, les analyses, enfin voilà, toutes sortes de choses. Et je pense qu'à l'intérieur de ça, ces lettres, si elles ne parlent pas de géopolitique, elles ne suffisent absolument pas du tout à informer. Mais je pense qu'elles doivent venir compléter un dispositif, c'est-à-dire que quand les gens n'en peuvent plus, sont lassés peut-être de ces informations, d'avoir un point d'accroche peut-être plus humain, plus incarné, justement pour empêcher les gens de se dire ce ne sont que des chiffres et des statistiques. Voilà, c'est aussi pour ça que les Ukrainiens sont conscients de cela pour le coup. Ils comprennent tout à fait qu'il y a une lassitude. D'ailleurs, même en octobre 2023, lorsqu'il y a eu les attaques du 7 octobre par le Hamas contre les Israéliens, qui ont relégué la guerre en Ukraine au exactement, 8e les plan. Ukrainiens, enfin les journalistes avec lesquels je parlais, me disaient mais c'est normal, ça fait quand même 1 an et demi qu'on parle non-stop de nous, c'est normal qu'on parle d'autres sujets. Donc les Ukrainiens le comprennent. Pour autant, ils voient une fois de plus qu'en termes de soutien, c'est insuffisant. Et hier, je discutais avec une militaire ukrainienne qui a participé au film de Masha Kondakova, que je recommande d'ailleurs de regarder, qui s'appelle Second Wind, Second Souffle, où elle me dit, on lui a posé la question de qu'est-ce que vous attendez de la part des Européens, et elle a dit rien. Et moi, je trouve que ça, c'est terrible, parce qu'effectivement, on se souvient de tous les sondages en 2022-2023, avec plus de 80% de la population ukrainienne qui veut rejoindre l'Union européenne. Et ces chiffres sont toujours très élevés. Mais sauf qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment, effectivement, qu'est-ce que l'Europe est capable de faire, est-ce qu'elle a suffisamment de courage ou pas. Et ce que je dis aux Français, c'est que la guerre en Ukraine, elle est extrêmement importante parce qu'elle concerne non seulement les Ukrainiens, mais elle nous concerne nous. Lorsque le président de la République dit qu'il y a une véritable menace russe, c'est pas simplement un discours du président pour pouvoir, je sais pas, faire de l'électoralisme ou quoi que ce soit. Les renseignements de pays différents, de pays scandinaves par exemple, de l'Allemagne, disent exactement la même chose. Il faut prendre conscience de cela et il ne faut pas se dire que nous, Européens, on n'est pas en capacité de faire quoi que ce soit. On peut protéger le ciel ukrainien, protéger les civils et protéger aussi nos propres frontières, puisque je termine là-dessus, on se souvient qu'il y a des drones russes qui ont survolé l'espace aérien des pays de l'OTAN. La Russie nous provoque et teste nos limites. Le chef d'état-major allemand disait il y a quelques semaines que le délai se raccourcissait d'une éventuelle opération spéciale russe contre un pays de l'OTAN. On n'est pas condamné à celle-ci. Et notamment les pays baltes. Peur d'espérer, vous disiez, Elisa Mignot, tout à l'heure, et dans ces carnets, dans ces lettres que vous échangez avec votre sœur et qui sont publiées dans Le Monde, il y a eu l'annonce de ces événements merveilleux qui sont la vie. Vous avez eu, vous Olga, et votre sœur Sacha, à quelques mois d'intervalle, un bébé, 2 petits garçons, je crois, qui se sont rencontrés notamment l'été dernier quand vous êtes allés à Kiev. Ça dit bien que la vie continue. Le fait, bien sûr, que votre sœur ait eu un enfant dans cette guerre, ça n'enlève rien à la difficulté. Et vous racontez très bien dans les lettres à quel point c'est compliqué d'avoir des couches, d'avoir du lait maternel, ne serait-ce qu'allaiter son bébé quand on est en situation de stress post-traumatique ou qu'on est très fatigué. Mais ça dit quelque chose, ça aussi. Oui, tout à fait. Oui, et vous savez, il y a beaucoup de gens autour, de copines, des amis qui ont eu des bébés. Justement, aujourd'hui, on parlait d'un photographe avec Cyril, qui est très connu en Ukraine, qui va sur le front et prend beaucoup de photos pendant les attaques. Mais aussi, ils ont eu un bébé, enfin, beaucoup de gens. La vie continue et je dirais, il faut tenir, mais il faut nous soutenir aussi. Beaucoup plus que c'est le cas aujourd'hui. Mais avoir un bébé, c'est pas un acte politique, c'est un acte intime. Oui. D'une certaine façon, ça montre bien. Et on revient à cette histoire de la résilience. On n'est pas là pour démontrer quoi que ce soit quand on a un bébé. On peut dire que la natalité est quand même très très faible en Ukraine. C'est un acte politique d'avoir des enfants aujourd'hui en Ukraine. Enfin, il y a eu même des lois qui ont été votées pour congeler le sperme en prévision de cette baisse de la natalité de soldats qui partent sur le front, de disparus, etc. C'est politique aujourd'hui d'avoir un enfant dans un pays en guerre. C'est comme ça que votre sœur l'a vécu ? Je ne pense pas. Je pense que on essaie de faire, de penser à la vie comme avant la guerre en fait. Oui, je ne dis pas qu'elle a voulu le faire pour des raisons politiques, mais ça l'est de facto. Mais ça l'est. Je suis d'accord avec vous, bien évidemment. Mais quelque part, faire un bébé pendant la guerre. Enfin, je ne peux pas parler pour ma sœur, mais j'imagine que c'est aussi une sorte de croire que la vie va reprendre son cours normal après la guerre et c'est une sorte d'espoir aussi.
Gulliver Krag évoquait cette question tout à l'heure. Qu'est-ce qui a profondément changé chez les Ukrainiens en 4 ans? Je lisais le témoignage d'une Ukrainienne qui disait ces derniers jours que la vie qui se poursuit, elle est devenue plus simple d'une certaine façon que dans les rapports humains. On va plus Oui. à l'essentiel. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai, et d'ailleurs c'est un élément que je rappelle aussi dans mon livre, c'est que finalement une chose qui fondamentalement a changé en moi, et je pense en énormément d'Ukrainiens et de personnes sur place, c'est que maintenant on porte beaucoup plus attention à nos proches, à nos amis, et surtout on évite de reléguer à demain, au lendemain, une rencontre, un rendez-vous, prendre un verre par exemple. Et l'année dernière, je me suis fait la réflexion où vraiment 3-4 personnes que je connaissais ont été tuées sur le terrain, soit en étant militaires, soit des journalistes. Je pense notamment à Anthony Lalican. Et c'est des personnes avec lesquelles on s'était promis de prendre un verre. Et finalement, on ne va jamais le prendre, ce verre. Et donc, pour éviter justement de se retrouver dans ces situations-là, on est vraiment dans un esprit, je dirais, carpe diem, où on veut profiter vraiment de la situation du jour, passer du temps avec nos proches, nos amis. Et vraiment, cette guerre a soudé la population ukrainienne. La situation a changé entre 2022 et 2026. La population ukrainienne est aujourd'hui un peu moins soudée qu'au début. Mais les rapports humains, effectivement, sont très, très forts. Ça l'était déjà avant, mais encore plus fort aujourd'hui. En un mot, Mélina, Olga, Elisa, on arrive à se représenter la fin de la guerre? Honnêtement, en ce moment, avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté, c'est difficile. C'est plutôt vivre avec la guerre et faire face. Et que le mot de résilience ne soit plus galvaudé. Olga, vous représentez la fin de la guerre? Honnêtement, je ne la vois pas pour l'instant. C'est très compliqué à l'imaginer, vraiment. Évidemment, je ne vois pas non plus la fin de la guerre, mais j'allais dire presque pire encore, c'est-à-dire que qu'est-ce que va être l'après-guerre? On ne sait même pas quand va arriver l'après-guerre, mais quand il va y avoir l'après-guerre, ça va être très très difficile. C'est presque dur à dire, mais ça va être le cas. 80% des Ukrainiens pensent que la guerre ne se terminera pas cette année. Et je pense que ça en dit long justement sur les négociations. Écoutez, je nous souhaite qu'on ne se retrouve pas sur ce plateau le 24 février 2027. Merci infiniment d'être venu. En tout cas, ce matin, Olga Kourovska, on pense à votre sœur Sacha qui est à Kiev aujourd'hui, avec laquelle vous avez coécrit ce journal qui est sorti chez Actes Sud, d'Elisa Mignot. On vous lit dans Le Ténor de guerre qui est sorti chez Marchiali et bien sûr dans Le Monde. Cyril Amourski, Ukraina, un peuple en guerre qui est sorti aux éditions du CERF. Mélina, merci beaucoup. Votre reportage, celui que vous avez ramené de Dnipro et de Kiev, est à voir aujourd'hui sur l'antenne de France 24. Bien sûr, merci encore. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast.